fort gentiment dans ce bel opéra. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très bienvenue dans un opéra que pour ma part j'adore et que je connais déjà depuis quelque temps. Il faut bien le dire, c'est l'opéra de Nice. Alors pourquoi l'opéra de Nice? C'est bien parce que nous avons décidé à la fois de rencontrer celui qui en est le directeur artistique depuis 2 ans, c'est Giancarlo Del Monaco. C'était aussi l'occasion de rencontrer Marcello Pani, qui est le directeur musical, de parler de cet orchestre philharmonique et d'excellente qualité, des chœurs dirigés par Giulio Magnanini, et puis aussi d'assister à ce que je pourrais appeler la fabrication d'un opéra. On monte un opéra, cet opéra est signé Gaetano Donizetti, c'est La fille du régiment, c'est un opéra comique, un opéra bouffe si vous préférez. C'est l'occasion aussi de rencontrer Edita Gruberova, magnifique artiste lyrique qui chante le rôle de Marie, c'est-à-dire c'est le rôle de la fille du régiment, et de Grégory Koundé, le ténor, qui est Tonio, donc son amoureux. Bref, c'est un bel opéra, c'est une belle musique, et puis c'est aussi toute une maison qui fonctionne avec un atelier de costumes, avec un endroit où l'orchestre et les chœurs répètent. Bref, c'est la vie d'une maison d'opéra que nous vous proposons, et c'est aussi un petit peu une manière de saluer ce magnifique opéra qui est signé François Aune pour sa dernière version architecturale, si j'ose dire, qui a été inaugurée en 1885, puisqu'à l'origine, en 1776, il y avait déjà sur ce même emplacement, à côté du marché aux fleurs, dans la ville de Nice, tournant le dos à la promenade des Anglais, il y avait un petit théâtre de bois, et puis au hasard des changements d'identité de cette ville, qui fut, vous le savez, italienne et puis française, eh bien, il y eut plusieurs autres édifices, dont un qui a malheureusement brûlé, et enfin, ce bel opéra qui a été approuvé par Charles Garnier. Alors voilà, vous allez comme d'habitude découvrir une maison, écouter des artistes de très grande renommée, et je l'espère, partager avec nous ces 60 ou 70 minutes peut-être de plaisir. Allons, allons, pour fêter les sauveurs de notre enfant,
et notre fille vivons tous, trinquons à son libérateur. Giancarlo Del Monaco, qu'est-ce qui vous a attiré à l'Opéra de Nice? Est-ce que c'est la beauté de l'opéra, la proximité de l'Italie, vous qui êtes italien Vous savez, la proximité de l'Italie a toujours été un cas, disons, très très relatif pour moi. Je me considère naturellement italien, je suis italien, je ne peux pas le nier, mais j'ai vécu 35 années en Allemagne. J'étais directeur général à Bonn, j'avais décidé de m'en aller après longtemps et je ne voulais plus rester en Allemagne. Un coup de téléphone, un fax, à dire la vérité, un fax dans mon bureau de Bonn. Si j'avais intérêt, moi je n'étais pas à Bonn, j'étais à Pietroburg avec Gergiev, et je mettais en scène Othello qui allait en tournée au Japon. Et on m'a demandé si j'étais intéressé. Bon, ce qui me lie à Nice, tout d'abord, j'ai ouvert ici l'Acropolis avec Monsieur Prêtre, avec Domingo, avec Waltraud Mayer, Ernest Blanc. Et puis après, je suis retourné à l'Acropolis avec Aïda. Et à la fin, je fais aussi, tout au début encore avant cela, j'ai mis en scène une bohème. La ville est magnifique. L'opéra aussi. L'opéra est belle. Bel orchestre. Oui, bel orchestre. Les possibilités que j'avais demandées pour faire du bon théâtre me les a données. Puis vous savez, on peut aller aussi dans un théâtre qui a peut-être une renommée incroyable, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de répétition. Et je trouve que Nice a cette mesure idéale pour qu'un metteur en scène puisse être directeur général. Avec cette fille du régiment, c'est le grand retour, 17 ans après Aix-en-Provence, d'une magnifique artiste lyrique, Edita Gruberova, sur une scène d'opéra et dans une mise en scène d'opéra. C'est une chose extraordinaire, tout d'abord parce que je suis lié de grande amitié artistique avec Edita Gruberova, avec qui j'ai réalisé aussi un Roberto De Vero à Zurich. Et cette production, nous l'avons réalisée tout d'abord à Zurich, puis à Barcelone, et maintenant ici. Et elle va aller à Vienne l'année prochaine, la prochaine saison. Vous voyez bien que je vous aime, mais j'aime seul. Jugez vous-même. Voyons. Écoutons. Écoutons. Et jugeons. Je détestais vos ennemis, mais à présent je suis sincère.
cet âme si tendre, dans un cœur ce jour, ne peut pas se défendre de moi, mon amour. Je t'aime, ma vie, je t'aime et pour toujours, toujours, vite, vite, perdre la vie, oui, perdre nos amours, nos amours, nos amours, nos amours. Je t'aime, ma vie, je t'aime et pour toujours, vite, perdre la vie, perdre nos amours. Alors voilà, la diakosmie, c'est probablement un des plus magnifiques outils de travail qu'on ait jamais construit pour un opéra. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bâtiment qui est gigantesque? Il y a d'abord deux énormes ateliers sur une longueur de 40 mètres sur 40 mètres, donc c'est énorme, où on peut à la fois mettre les toiles peintes, les peindre, où on peut fabriquer les décors avec des hauteurs de plafond de 7,50 m. Donc on peut monter entièrement la structure de l'opéra, c'est-à-dire le décor, faire évidemment répéter les artistes. Il y a des espaces réservés aux répétitions, il y a des scènes, mais il y a aussi un atelier pour fabriquer les costumes et pour les stocker, ce qui est souvent un véritable problème dans les opéras, c'est-à-dire une réserve qui fait 1600 mètres carrés où on peut faire entrer plus de 10 000 costumes, ce qui est une chose absolument sidérante. Il y a la salle de répétition de l'orchestre avec 200 places qui sont prévues, il y a la salle des chœurs, il y a le studio du corps de ballet qui fait 330 mètres carrés. Donc c'est, je vous le disais, quelque chose qui est un magnifique instrument de travail et qui est tout à fait unique. Ah mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Ah mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend à héros. À quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous mon drapeau, je vais marcher sous mon drapeau. Oui, c'est là pour qui je respire, à mes voeux, à daigner sourire, et ce doux espoir de mon cœur trouble ma raison et mon cœur. Ah, mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous mon drapeau. Ah, mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous mon drapeau. Je vais marcher sous mon drapeau. Je vais marcher. Ah, mes amis, je vais marcher sous mon drapeau. Le camarade est amoureux.
voici, militaire et mari, me voici, militaire et mari, militaire et mari, militaire. Madame, c'est un grand plaisir de vous recevoir pour Musique de Chœur. Et j'ai regardé un peu les répétitions. Et je pense que vous avez autant de plaisir à jouer la comédie qu'à chanter. Je me trompe ou c'est vrai? Oh ja, ich habe große Freude mit Fille du Régiment. Es ist einer meiner Lieblingsstücke, so wie eigentlich alle von Donizetti, ob das jetzt Roberto Devereux ist, Anna Bolena, Lucia. Aber Fille du Régiment ist eine Komödie. Es ist lustig, es geht um Liebe, es ist eine nette Geschichte. Was mir die Hauptsache ist, es ist eine brillante Musik. Eine Nummer nach der anderen bietet mir so viele Möglichkeiten, so viele Farben, meine Stimme wirklich so richtig zur Geltung zu bringen. Und natürlich auch das Spiel, es ist was Ausgelassenes, es macht mir viel Freude. Und ich war so glücklich, dass ich diese Produktion, also überhaupt diese Rolle mit einem Regisseur wie Giancarlo Del Monaco erarbeiten durfte. Ich habe nicht geahnt, dass es so anstrengend sein würde. Aber Gott sei Dank, es ist anstrengend und es ist herausfordernd. Er fordert alles heraus, er fordert etwas, er will viel und zieht aus einem alles heraus und das ist gut. Mir tut einfach alles weh nach so einer Probe, aber da weiß ich, da will jemand von mir was und das macht mir riesig Spaß und er will natürlich auch von allen anderen, von den Partnern und das animiert mich und das stimuliert mich und das macht so viel Spaß. Alors justement, un rôle physique qui est fatigant, une mise en scène qui est très construite et en fait une partition musicale qui est très difficile à chanter. Alors comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Est-ce que la comédienne finalement arrive à s'entendre bien avec les difficultés de la chanteuse? Ja, es muss eine Synthese werden. Darin liegt die Schwierigkeit, dass Donizetti doch eine schwierige Musik schreibt, voller Koloratur, voller Fiorituren, Verzierungen. Und es muss so leicht ausschauen, dass sich der Zuhörer anlehnen kann und sagen kann, oh, das ist leicht, das könnte ich selber machen. Aber es ist sehr schwer, ja. Aber es ist eben bei diesen tragischen Rollen wie Lucia, wie Elisabetta in Roberto Devereux oder Anna Bolena, die Musik ist wie ein Champagner. Es muss brillieren, es schäumt und es muss sehr leicht sein. Und das erfordert natürlich viel Disziplin, viel Training, bevor man auf die Bühne geht, viel körperlichen Training und natürlich auch stimmlich. Es muss alles leicht ausschauen.
Eh oui, bon, mon épaulette, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut maintenant. Hein. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Plus longtemps. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Eh oui. On peut les courber comme ça, là. Ouais. Sans ça, je ne pourrais pas le mettre. Allez, allez-y. J'ai les peignes dans le bain. Il faut faire de la bruit pour faire ça. Ah, che l'oreiro!
c'est une ville où, je ne vais pas exagérer, mais disons 60% des Niçois parlent italien, donc ont une grande connaissance de l'opéra italien. Est-ce que vous aviez une idée de programmation? Est-ce que vous vous disiez, je vais leur faire découvrir autre chose? Vous allez monter bientôt le Pierrot lunaire de Schoenberg. C'est un risque d'une certaine manière. Est-ce que vous aviez pensé à une programmation pour les Niçois? Il faut vous dire que je suis toujours parti et je n'ai jamais été trahi par cette idée de déclarer que le directeur général d'un théâtre, c'est le public. Il y a des gens qui aiment l'opérette, il ne faut pas leur dire que depuis quand je suis là, il n'y aura plus d'opérette. Pourquoi? L'opérette est quelque chose qu'on peut très bien faire. Puis il y a une tradition italienne en moi-même et dans cette ville qu'il faut respecter et qui est très intéressante. Il y a une tradition française fondamentale, puisque Nice, c'est la France, et puisqu'il y a un grand répertoire français. Et je dois dire que j'ai remarqué que les Français sont ceux qui ont le plus grand problème avec leur propre répertoire. Je n'ai jamais vu un pays qui a des problèmes avec l'opéra français comme les Français eux-mêmes. On fait Werther, aïe, on fait Werther. On fait Romeo et Juliette, oh non, 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 non. Alors ils se jettent tous volontiers et avec grand plaisir, par exemple les grands théâtres, dans un répertoire pseudo-français, comme Meyerbeer, comme Rossini, le Rossini français, Meyerbeer. Oui, c'est Offenbach. Oui, c'est un répertoire français, mais les compositeurs ne sont pas français. Tandis que le répertoire français, ce que je considère moi comme un répertoire français, ben c'est Gounod, voilà. Alors Halévy, voilà. Et c'est cela aussi qu'il faudrait essayer de redécouvrir avec le temps et qui m'a intéressé. Il faut le proposer au public. Je n'aime pas un théâtre qui fait que du baroque ou que du Verdi. Ou bien maintenant nous avons par exemple l'année verdienne en 2001. Nous faisons du Verdi aussi. Mais je trouve que ce serait ridicule qu'un théâtre comme Nice ne fasse que du Verdi. Tout d'abord, on fait Verdi toujours. Le festival Verdi existe depuis qu'on Verdi existe. Un opéra sans Verdi n'existe pas. Bon. Deuxièmement, si moi je me fixe seulement dans Verdi, j'aurai une concurrence incroyable avec la Scala de Milan, tous les grands théâtres qui feront du Verdi. Je ne trouverai pas de bons chanteurs de Verdi. Alors l'année avant, je fais mon festival Verdi, et l'année 2001, c'est le centenaire de la mort de Verdi, et je ferai moins de Verdi, et je ferai peut-être un Wagner, je ferai peut-être un Mozart, là où il n'y aura pas ce grand intérêt. Ouais, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut jouer un peu avec le temps dans lequel on vit. À quoi me sert d'être lui seul, il ne m'en veut lui seul, il ne doit pas,
ce qu'on appelle le bel canto, pour les coloratours, il y a ces passages de cadence où on peut mettre en valeur ce que l'on a de technique particulière. Ça peut être, je ne sais pas moi, l'art des trilles, des roulades, etc. Est-ce que vous, quand vous improvisez, puisqu'on peut le faire dans l'écriture de Donizetti ou de Rossini d'ailleurs, ou de Bellini, est-ce que ce sont des choses que vous faites toujours de la même manière, ou est-ce que ce sont des choses où vous pouvez improviser un petit peu sur ce temps de liberté que laisse le bel canto? Ja, es ist der Stil. Bel Canto ist ein Stil. Es hat eine gewisse Bel Canto-Grammatik, also die Grammatik des Singens. Es ist die Messa di Voce. Es ist dieses leise Ansetzen eines Tones, Crescendo, Decrescendo, damit die Musik, der Ton lebendig bleibt. Es gibt Koloraturen, die in einem Heft zusammengetragen sind von Primadonnen vergangener Zeiten. Das ist dieses Ricci-Album, da kann man das schön lesen, man kann da wählen, was mir für meine Stimme gut passt, was ich nach meinem Geschmack finde, dass es passend für die Rolle ist. Es darf nicht zu viel sein, es muss immer die Musik von Donizetti bleiben. Aber natürlich, es macht Spaß, dann, wenn etwas spontan kommt, wenn ein Thriller vielleicht zu viel kommt. Aber in dem Moment, wo das geschieht, passt hinein. Und ja, da baue ich manchmal ein bisschen mehr hinein, als ich eingeübt habe. Aber im Grunde bleibt das, es wird so einstudiert, dass ich mir zuerst wähle, was ich drinnen haben will, und dann bleibt das so. Alors moi, je crois beaucoup aux équipes. Et je trouve qu'avec Giancarlo Dal Monaco, qui est quelqu'un qui est comme vous, qui est un formidable professionnel, mais qui aime rire, qui a un sens comme ça de la vie, je trouve que vous formez tous les deux une équipe formidable. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'il y a des affinités vraiment entre votre manière de travailler à tous les deux? Oh ja. Ich finde, ist ein Musiker. Ich kann nicht Regisseur verstehen, der die Musik nicht versteht und vielleicht auch gegen Musik Regie macht. Das ist bei Giancarlo nicht der Fall. Das ist das Tolle, das ist das Wertvolle an der Arbeit mit ihm. Er die Musik absolut kennt und versteht und auf die Musik Regie macht. Das ist das Schöne. La première impression que l'on éprouve en entrant dans la salle de spectacle brillamment illuminée du nouveau théâtre municipal est une impression d'élégance et de bien-être. Voilà. Cette phrase, eh bien, vous auriez pu la lire le samedi 7 février 1885 dans un journal républicain, un quotidien qui s'appelait Le Petit Niçois. Pourquoi à cette date-là? Parce qu'on inaugurait ce qui est aujourd'hui l'Opéra de Nice, donc avec un architecte qui était François Haune, élève de Gustave Eiffel, ce qui explique une structure qui était métallique, et à l'intérieur, à l'italienne, des marbres de toutes les couleurs, des panneaux décoratifs magnifiques. Et cet opéra avait été bâti en tournant le dos à la promenade des Anglais. Pourquoi? Parce que c'était une époque où les élégantes ne devaient en aucun cas montrer leur visage aux rayons du soleil. Et donc c'est un opéra qui vit avec la vieille ville de Nice, c'est-à-dire le cœur de cette magnifique cité qu'est Nice. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a un certain nombre d'opéras, et pas des moindres, dont les créations françaises se sont faites ici à l'Opéra de Nice. Je pense à la Gioconda, je pense à Eugène Onegin, à Laure du Rhin, à Manon Lescaut, entre autres créations. Donc un lieu qui a une belle existence et qui, je le disais, est étroitement lié à la vie de Nice. Les voilà loin. Que votre frayeur cesse. Ça, je l'ai fait. Oui, ça, il faut le donner aussi. Hein. Tout le doigt, mon ami. Voilà. Tout le doigt. Tout le doigt. Tenori, privieri. Non, secondo. I.
Maestro Pani, on vous prend là juste entre deux répétitions. Alors, il y a maintenant 2 ans que vous travaillez avec cet orchestre philharmonique de Nice, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est un très bon orchestre. Oui. D'abord, avec de très bons solistes. Et en principe, la chose qui est plus importante, il joue tout. Il s'adapte très facilement à différents styles. Cette année, j'ai fait, je crois, pour la première fois depuis longtemps, un ouvrage contemporain comme Labyrinthus de Luciano Berio et d'autres œuvres contemporaines, inclus une petite œuvre à moi. Et j'ai vu immédiatement la qualité de l'instrumentiste s'adapte au style contemporain d'une manière très efficace. On vient de faire Macbeth, et je trouvais qu'il y avait vraiment une force, une qualité verdienne dans l'orchestre qui m'a beaucoup plu. Et dès que j'ai attaqué La fille du régiment, c'était un autre orchestre encore, vraiment français, léger, comme ça, brillant, et réagissent très très bien à chaque situation. L'autre jour, on fait Videro à l'Acropolis avec 1500 personnes. C'est un énorme orchestre symphonique. Là, il joue presque un orchestre de chambre. Donc, c'est une qualité, ça. C'est pas comme... Par exemple, j'avais fait déjà plusieurs fois La fille du régiment, mais jamais en France. Et j'ai trouvé une différence entre l'esprit, disons, de l'orchestre français et l'esprit allemand ou autrichien, qui est différent. Je suppose que vous participez au travail de distribution avec Giancarlo Del Monaco. Est-ce que ce sont des rôles qui sont difficiles à distribuer? On a, oui, beaucoup de difficultés parce que on parle toujours du ténor, 8-do, 9-do, comme ça. Mais la chose plus difficile de trouver, c'est quand même la fille du régiment. C'est un rôle un peu fétiche pour une cantatrice. C'est un rôle de grande protagoniste qui doit montrer la sensibilité Il faut partir, par exemple, le final du premier acte, doit montrer la virtuosité dans l'air de colorature, elle doit montrer le sentimentalisme dans la romance de la jeune fille malheureuse au deuxième acte. Et elle doit jouer magnifiquement sur scène, parce que c'est un rôle pour une actrice, ça aussi, hein. Il faut jouer beaucoup, et il ne faut pas se ménager dans ce rôle. Donc c'est un rôle pour une grande protagoniste. Autrement, ça devient une opérette quelconque. Hein.
On a beaucoup présenté, à juste titre, Bellini comme le rival de Donizetti. En tant que musicien, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donizetti avait beaucoup plus de métiers. Donizetti avait été éduqué à la musique par un compositeur allemand qui s'appelle Simon Mayr. Qui était bavarois. Tandis que Bellini était vraiment autodidacte presque. Il avait étudié à Naples, mais donc il avait un don mélodique exceptionnel qui ne s'est jamais plus reproduit, je dois, dans l'histoire de la musique. Il était capable de faire des mélodies de 4-5 mesures, des longueurs qui le fameux Castadiva. Castadiva, qui en est un exemple parfait. Un exemple parfait. Et Norma, Puritain et Somnambule sont trois opéras impressionnants comme romantisme, modernité et mélodiquement fantastique. Mais quand même, la richesse de Donizetti était l'invention perpétuelle des situations et l'adaptation. On pourrait comparer aujourd'hui Donizetti et Bellini comme deux metteurs en scène de cinéma, qui ont deux styles différents. On ne peut pas comparer Fellini et Antonioni, ou Visconti et Zeffirelli. Chacun a ses qualités et son style. Mais quelqu'un a plus de charme dans les comiques. Là aussi, c'est une chose que Donizetti était fort dans les comiques et dans la dramatique. Dans l'humour. Dans l'humour, oui. Parce que Don Pasquale, c'est un chef-d'œuvre de comique. Et dans La fille du régiment, il y a vraiment des situations très amusantes. Et puis Élysée d'amour, c'est un chef-d'œuvre. Tout en tremblant, je viens, madame, réclamer mon unique bien. Si je suis dans son âme, mon bonheur est aussi le sien. Lorsque l'espoir, mon cœur s'enivre, sa voix sera pour désarmer. Il me faudrait cesser de vivre s'il me fallait cesser d'aimer. S'il me fallait cesser Lorsqu'on est le fils de Mario del Monaco, lorsqu'on a été au contact avec des gens comme Maria Callas et bien d'autres, est-ce que, au moment des distributions, quand vous cherchez un grand ténor, est-ce que vous avez des références par rapport à votre papa? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez dépassé et que vous traitez en accord avec votre temps? La question est difficile. Pour les ténors actuels, oui, ou d'une manière générale? Nous vivons une époque un peu, disons, maigre pour ce qui concerne les grands ténors. Naturellement, il y a les grandes personnalités. Il y a encore Pavarotti qui est Pavarotti, il y a encore Domingo qui est Domingo, il y a Carreras encore, mais nous avons Krauss, Cura et Alagna. Mais à l'époque de mon père, vous savez, on avait pour chaque opéra au moins 5 ou 6 ténors. Aujourd'hui, par exemple, je regarde à la Scala du Milan,
ils sont plus capables en Italie de faire une Tosca ou un Don Carlos avec des Italiens. La France, je ne sais pas si elle serait capable aujourd'hui de faire un Werther tout français. Pourquoi? Parce que ça c'est impoverito. Ça s'est appauvri. Ça s'est appauvri. Je pense qu'il y a des problèmes à suivre. Les conservatoires ont quelque chose à se reprocher, je pense. Je pense aussi que ce rythme infernal où on chante, quand je pense, vous me parliez de mon père, de Madame Callas, mais parlant aussi de grands chanteurs, Christophe, Bastianini, Tebaldi, Siepi, etc. Ils partaient avec le bateau, ils allaient au Colón de Buenos Aires, ou bien ils allaient en Amérique en bateau. Il y avait Séraphine, De Sabata et la compagnie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans la suite du directeur d'orchestre et ils travaillaient pendant 7, 8, 10 jours, 6 heures par jour, la pièce au piano avec le directeur d'orchestre. Quand ils arrivaient, ils avaient fait les répétitions musicales en plein océan. Et c'est pour cela que parfois on disait « Oh, on répète pas beaucoup ». Ce n'est pas vrai, on répétait aussi, on répétait beaucoup. Mais on répétait différemment. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez répéter? Vous montez sur un Concorde à Paris et 3 heures après, vous êtes à New York. Alors, vous répétez en fermant les yeux et en essayant de vous rappeler la pièce que vous avez chantée il y a 1 an et peut-être après, avec une répétition ou 2, de la remettre en scène. Nous vivons une époque hystérique, rapide, et comme toutes les époques rapides, elles ne laissent malheureusement pas de traces profondes. Conge
Vous auriez aimé chanter? Moi? Oh, je chante toujours, moi, je chante sous la douche, je chante quand je me fâche. Quand je me fâche, je ferme toutes les portes et je chante. Je chante, je crie pas, je chante. Ou sinon, disons que j'ai étudié un peu de chant parce que mon père m'a dit, avec le nom que tu portes, chanter, ça ne te servira à rien, tu feras... J'avais une bonne voix, disons, de ténor dramatique. Oui. Mais disons que la connaissance du chant est très importante pour un metteur en scène. Savoir, pour un directeur d'orchestre aussi, savoir par exemple dans quelle position un chanteur peut produire une note extrêmement expressive, importante. Prenons Othello, prenons Don Carlos, prenons une phrase de désespoir de Don Carlos, qui se jette au sol devant sa mère qui était, une année avant, sa fiancée. Ça, c'est un moment magnifique. Ma fiancée, par une loi, par un décret de Philippe II d'Espagne, qui marie sa fiancée, elle devient sa mère. Alors il y a un désespoir incroyable, et dans ce désespoir, il se jette à genoux devant elle, devant Dieu, devant le monde, et crie son désespoir. Et alors, on le fait comment cela? On le fait avec le diaphragme un peu trop haut, ou bien on le fait avec l'épaule ici, ou bien attention, le menton est trop bas, il est trop haut. Non, voilà. Alors cette connaissance de la voix me donne une possibilité instinctive de pouvoir réciter le rôle pour le chanteur en lui disant, écoute, parce qu'il y a des chanteurs qui me disent, un exemple. Un chanteur, je me rappelle, j'avais 27, 28 ans, en Allemagne, à Dortmund, on faisait Butterfly, il me disait, non, moi, dans cette position, je ne peux pas chanter. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. J'ai dit, moi, je peux. Vous pouvez, mais moi, je peux pas. Alors, il y avait l'orchestre, moi, j'ai dit, bon, allons-y. Addio, fiorito, assis là, j'ai fait un si bémol incroyable, j'étais en forme, le règle, sol, j'ai chanté. C'était un ténor tchécoslovaque. Il me regarde et il me dit, quelle honte. Je dis, pourquoi? Il dit, mais vous avez parlé pendant 4 semaines pour faire la mise en scène. Vous fumez comme un Turc, vous sortez un bon si bémol, et moi, que c'est ma profession, je ne peux pas. Je peux. Et il l'a fait. C'est-à-dire, c'est un cas extrême, mais quand même, pouvoir connaître les problèmes vocaux liés aux positions dramaturgiques et physiques d'un personnage sur scène vous aide. Ça aide à expliquer le rôle et peut-être à convaincre un chanteur qui n'a pas tellement envie de le faire. C'est bien bleu, pour ces traits-là, je l'embrasse.